Olivier Falorni. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen des propositions de loi organique et ordinaire de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle dont l'initiative revient au président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas. L'objectif de ces textes est clair: permettre à l'élection présidentielle de s'organiser dans un cadre législatif irréprochable en mettant fin aux critiques récurrentes qui s'abattent régulièrement sur ce scrutin. En effet, tous les 5 ans, les mêmes reproches sont apportés à l'élection du président de la République. L'absence de clarté dans le recueil des 500 parrainages par les candidats, le non-respect de l'égalité des temps de parole dans les médias, la remise en cause des frais engagés dans la campagne électorale, l'absence de poursuites et la faiblesse des sanctions encourues en cas de fraude, ou encore la divulgation des résultats estimés avant 20 heures le jour où l'élection est acquise. Et ces critiques d'être également émises à l'encontre de l'ensemble des élections nationales et locales. Il apparaît donc urgent de mettre en place un système électoral plus transparent. L'instauration d'un principe d'équité entre les candidats, préalablement au principe d'égalité de médiatisation applicable à partir du début de la campagne officielle, est en ce sens tout à fait opportun. Ainsi, à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne officielle, est mis en place un principe d'équité du temps de parole dans les médias audiovisuels entre les candidats à l'élection présidentielle. Pour faire respecter cette équité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte de la représentativité des candidats en fonction des résultats obtenus aux élections précédentes et des enquêtes d'opinion, de la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral. Et à compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les médias audiovisuels doivent respecter le principe d'égalité de temps de parole entre tous les candidats. La garantie de cette égalité de représentation de l'ensemble des prétendants à la présidence de la République est assurée et contrôlée par le CSA. Or, il a été précisé, à l'initiative du groupe écologiste, que le CSA publie périodiquement et dans un format ouvert et réutilisable le relevé des temps de parole de chacun des candidats à compter de la publication de la liste définitive et jusqu'au tour du scrutin où l'élection est acquise. Ces mécanismes permettant une utilisation ouverte et multiple des données électorales encouragent le contrôle du respect de la représentativité des candidats et de la sincérité des sondages. Or, cette vérification accrue se justifie par l'importance que revêt l'élection présidentielle dans la vie politique française et pour les intérêts fondamentaux du pays, mais aussi parce que les sondages peuvent être malléables et fluctuants d'une semaine à l'autre. Les attentats dramatiques du 13 janvier 2015 en sont la preuve. Un sondage TNS-Sofres OnePoint pour le Figaro Magazine, publié le 1er décembre 2015, révélait une cote de confiance en hausse, soit de plus de 20 points pour le chef de l'État et plus 11 points pour le Premier ministre en l'espace de moins de 15 jours. Ainsi, les chiffres et sondages fluctuent en raison des événements. Et pour cette raison, nous restons prudents quant aux résultats et à l'usage fait des sondages par les médias. C'est la raison pour laquelle je suis satisfait qu'il soit prévu d'imposer aux sociétés de l'audiovisuel public, dans la semaine précédant chaque tour de scrutin, de diffuser sur leurs antennes la mise au point faite par la commission des sondages dès lors que celle-ci en fait la demande écrite. Mais arrêtons-nous maintenant sur un autre point d'achoppement de toutes les élections présidentielles, le recueil des parrainages. Le texte organique prenant acte de la nouvelle configuration territoriale du pays vise à la modification de la liste des élus pouvant parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Il est ainsi prévu d'ouvrir ce droit aux présidents de métropole, aux maires délégués des communes nouvelles, mais aussi aux conseillers métropolitains de Lyon. De la même manière,
il ne pouvait y avoir de différence faite entre les maires d'arrondissement de Paris et ceux de Lyon et Marseille, certains se voyant reconnaître la possibilité de parrainer un candidat, alors que d'autres étaient privés de ce droit. Pour autant, en matière de parrainage, je suis sceptique sur l'ajout de certaines dispositions à ce texte. Il est prévu que le Conseil constitutionnel publie au fur et à mesure de la réception, et au moins 2 fois par semaine, tous les noms et la qualité des élus ayant parrainé un candidat à l'élection présidentielle. Or, ce principe m'apparaît complexe et entraîne un risque de stigmatisation de certains parrains au sein même de leur propre formation politique. N'aurait-il pas été préférable d'en rester à la rédaction initiale du texte, à savoir la publication 8 jours au moins avant le premier tour de scrutin par le Conseil constitutionnel du nom et de la qualité de tous les élus ayant parrainé un candidat à l'élection présidentielle? Pour ce qui concerne les comptes de campagne, je note avec intérêt qu'il a été prévu de limiter à 6 mois au lieu d'1 an le calcul des frais engagés, soit les dépenses et les recettes utilisées pour toutes les élections. Mais alors, pour l'élection présidentielle, il aurait été légitime de diminuer de moitié le montant alloué au candidat pour financer sa campagne électorale, eu égard à la réduction de la moitié de la période de prise en compte des frais engagés. Je note avec intérêt les pouvoirs accrus reconnus à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, chaque candidat se voyant reconnaître l'obligation de transmettre à la Commission 1 fois par mois une liste précise des dépenses et celle-ci ayant obligation d'en assurer la publication régulière. En outre, la Commission a la possibilité de recourir à des experts afin de s'assurer de la bonne gestion des dépenses par les candidats. Ce mécanisme permettra, en tout cas nous l'espérons, d'éviter certaines mauvaises surprises après l'élection et l'invalidation des comptes de campagne d'un candidat par le Conseil constitutionnel, comme cela a déjà pu être le cas. De même, il est prévu que chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses engagées par chacun des partis ou groupements politiques, apportant un soutien au candidat, ainsi que les avantages directs ou indirects, prestations de services ou dons en nature fournis par ces partis et groupements. Ce dispositif, qui va dans le sens d'un renforcement de la transparence de la vie publique, est, à nos yeux, une bonne mesure. Enfin, en ce qui concerne les horaires des bureaux de vote, de nombreuses inégalités existaient entre les différentes parties du territoire. Si 74% du corps électoral vote dans des bureaux fermant à 18 heures, seuls 4% votent dans des bureaux fermant à 19 heures et 22% dans des bureaux fermant à 20 heures, ce qui ne favorise pas une appréhension claire des conditions de vote et encourage la divulgation des résultats avant l'heure minimale de 20 heures le jour de l'élection. La disposition visant à harmoniser les horaires d'ouverture de l'ensemble des bureaux de vote sur le territoire de 8 heures à 19 heures nous apparaît donc être de bon sens. Il était par ailleurs pertinent de trouver des solutions aux difficultés liées à la double inscription sur les listes électorales des Français établis à l'étranger. En ce sens, la proposition de loi organique prévoit pour toutes les élections que la radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale de la circonscription consulaire au titre de laquelle cette liste est dressée, sauf opposition de sa part. Ce mécanisme permettra ainsi d'éviter les doublons ou l'absence de possibilité de vote pour certains électeurs établis à l'étranger. Alors, en conclusion, mes chers collègues, ces 2 propositions de loi, à nos yeux, ne méritent ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Elles ont le mérite de nettoyer le droit électoral, s'agissant d'élections présidentielles, de quelques-unes de ces scories. Il aurait été possible d'aller plus loin, mais le temps et le fait que seulement 500 jours nous séparent de ce scrutin nous aura manqué. Donc, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera les textes que nous examinons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Marc Dolay.